Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Autant la science moderne et la technologie viennent d'Europe, autant dans l'Antiquité, le savoir universel coulait de la vallée du Nil vers le reste du monde et en particulier vers la Grèce qui servait de maillon intermédiaire. Par conséquent, aucune pensée, aucune idéologie n'est par essence étrangère à l'Afrique. Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, Monsieur Omar El Foutiyou Bah, commentez ces citations de Cheikh Anta. Cheikh Anta, c'est un homme qui nous a profondément marqué et je pense également que c'est un homme qui a profondément marqué tous ceux de sa génération. Et quand je parle de tous, je parle des Africains, je parle également de la diaspora noire, mais également de tous ceux qui sont simplement férus d'histoire, conscients des enjeux de cette humanité et qui parient sur l'homme et qui ne sont mus que par la vérité. C'est une continuité que l'on retrouve dans ce que vous venez d'énoncer, ces paroles de Cheikh Anta Diop, qui placent l'histoire donc dans le véritable bon ordre, avec l'Afrique, ce berceau de l'humanité qui a généré la première civilisation, qui doit constituer pour nous Africains l'arrimage donc à tout ce que nous faisons. Vous avez parlé de la Grèce également, je vais utiliser le tu qui rapproche, donc le tutoiement qui rapproche de la Grèce également, qui constitue donc vraiment l'assise de la civilisation occidentale. Donc, et je retrouve donc cette continuité entre ces deux civilisations et pour prendre également Rome et s'inscrire dans en droit fil. Exactement. En fait, dans le droit fil de ce qu'il dit, je vais juste dire 3 mots. Istanbul, Constantinople, Byzance. Et prendre la Turquie, qui est aux confins des civilisations islamiques, romaines et gréco-latines. Et grecques. Donc pour juste revenir à l'image de Cheikh Anta. Vous nous rappelez la civilisation ottomane turque. Exactement, la grande civilisation. Donc Cheikh Anta qui nous fait une synthèse de ce qu'est l'histoire, qui est une continuité entre différentes civilisations qui procèdent de cette humanité qui est née en Afrique. Et lorsque vous écrivez un thriller sur l'Égypte, sur les abords du Nil, dans votre conscience, il y a l'image de Cheikh Anta Diop sans doute. Comment avez-vous vécu l'écriture de cet ouvrage en relation avec ce que Cheikh Anta Diop y a développé? Cheikh Anta nous a plongé dans un univers de rêve, mais un univers où le rêve n'est pas illusion. C'est un univers qui également est venu confirmer ce que tout Africain pressentait déjà. À l'école, quand on vous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, vous savez que forcément, ce berceau ne peut pas avoir généré un homme et ensuite être déserté de toute civilisation. Hegel dit que l'esprit n'a pas traversé l'Afrique. Vous savez que ça, c'est pas possible. Exactement. Vous ne pouvez pas simplement être né quelque part et donc exporter tout ce processus, tout ce continuum donc historique, sociologique, de tout ce continuum qui vous a permis de vous constituer, d'être un homme, donc dans toute son essence, un homme accompli, puisqu'on part d'abord de toutes les péripéties de l'espèce humaine depuis Néandertal jusqu'à l'Homo sapiens sapiens. Donc on a vu ce qui a été découvert depuis l'ici jusque donc les récentes civilisations. Il y a une continuité et c'est cette logique-là que Cheikh Anta réhabilite. Et quand nous avons découvert Cheikh Anta pour la première fois, nous avons ressenti une confirmation donc de la logique qui en fait est, puisque Descartes parle en fait du bon sens qui est la chose la mieux partagée par tout le monde, de cette logique qui était frappée du sceau du bon sens. Et c'est un plaisir déjà de revisiter les thèses de Cheikh Anta, mais également de ramener au devant de la scène des civilisations historiques que l'on a peu connues. Surtout. Et c'est avec émotion que nous avons reparlé de Aksum, cette civilisation qui a été la première puissance maritime donc en son temps, qui a été le deuxième empire chrétien après l'Arménie, qui a été la première à mettre
une effigie, en tout cas une croix, donc, sur sa monnaie. C'est également avec émotion que nous parlons de l'Abyssinie, qui est un royaume chrétien qui a accueilli les musulmans d'Arabie. Je parle de Ousmane, de la radiallahu ta'ala anhu, de Rokhaya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, et de tous ceux qui ont fait donc, cette émigration vers l'Abyssinie pour échapper donc, à la furie des idolâtres de la Mecque, et qui ne sont repartis que lorsque Omar et Hamza ont rejoint l'islam. Donc c'est avec émotion que nous avons pris la plume pour la tremper dans notre encrier et restituer ces mots. Fidèle également à cette parole de Cervantes qui dit que la plume est l'âme de l'écriture. On y sent une présence spirituelle dans cet ouvrage. Et c'est pourquoi d'ailleurs, tout à l'heure, je vous demandais que représente la conscience de Cheikh Anta Diop lorsque vous écriviez ce livre-là. Mais le temps, à quel moment avez-vous écrit ce livre? Et surtout, pourquoi le choix de l'Égypte antique surtout? Vous avez effectivement bien ressenti les choses, puisqu'il y a 1 an que j'ai commencé l'écriture de ce livre, dans le Ramadan de l'année passée. Donc le mois de Ramadan de l'année passée a été consacré à la lecture de cet ouvrage. À pleine spiritualité alors. Et après le 1er jet, maintenant, il a fallu relire. Mais c'est dans ce mois empreint de spiritualité donc, que je me suis concentré à la rédaction de cet ouvrage, qui a été une grossesse qui a été menée à terme. Une grossesse de 9 mois, 9 ans, je ne dirais pas 9 siècles, mais c'est un ouvrage que j'ai voulu écrire il y a longtemps. Parce que chacun d'entre nous, en général, est séduit par l'histoire de l'Égypte, par nos ancêtres qui ont donné corps à cette civilisation extraordinaire, par l'histoire de l'Éthiopie, donc à travers tous les royaumes qui sont succédés, par l'histoire, pour ceux qui le connaissent, de la Somalie, avec le royaume de Ladal, dont la capitale était Dakar, l'histoire de Gragne, Ahmed Gragne le Gaucher, qui a tué le fils de Vasco de Gama. Donc dans une continuité historique entre les divers continents, dans cette échelle humaine où tout s'interpénètre. Donc c'est tous ces aspects également donc, qui procèdent de cette filiation que nous avons par rapport à l'esprit de Cheikh Anta, qui également peut nous mener vers Césaire, vers lequel nous avons une certaine parenté lorsque nous sommes dans la poésie, contrairement à Senghor que nous respectons mais dont nous ne nous inscrivons pas par rapport à donc, la pensée. Exactement. Donc, je pense que cette spiritualité dont vous avez parlé, elle emprunte l'ouvrage. C'est également elle qui a donné le cadre donc, à l'écriture de cet ouvrage, étant entendu que le mois de Ramadan est un mois béni. Vous avez commencé le récit par nous rappeler ce qu'étaient les tombeaux en Égypte, notamment Toutankhamon. Qui était-ce? Que représente ce tombeau dans l'histoire de l'Égypte? Je vais venir à cette question, mais pour toujours reprendre cette spiritualité, vous verrez que dans l'ouvrage, à plusieurs reprises, on parle de la chrétienté. J'allais y venir d'ailleurs. Justement, du judaïsme. C'est des aspects également qui répondent à cette question dont vous parlez. Toutankhamon, c'est le plus illustre des pharaons. Un pharaon qui est venu à un moment où l'Égypte a connu une crise. Vous avez parlé de spiritualité, c'est une crise de spiritualité. Toutankhamon a un devancier, Akhenaton, qui est son père, qui est venu apporter le monothéisme à l'Égypte qui était polythéiste. Akhenaton a opéré une révolution qui n'a pas été acceptée par les prêtres d'Amon. Amon-Ra, Amon-Ré donc, qui était le dieu suprême duquel dépendaient les autres, donc les Horus, les Anubis et beaucoup d'autres, a été remplacé par Aton. Et Akhenaton, donc Amenophis, donc, est venu donc, changer l'ordre établi. Et cela a été donc l'enjeu, un enjeu de pouvoir, parce que
les clercs en Égypte avaient une puissance extraordinaire. Tout ce que l'on faisait en Égypte était marqué du sceau de la religion. Exact. Le cycle donc, des saisons, la divination, tout ce qu'il y a comme sacrifice. Exactement. Que l'on perpétue de nos jours. Hein. Donc il y a beaucoup d'aspects de notre religion, des religions en général, qui ont d'abord procédé donc, de l'Égypte ancienne. Étant entendu qu'on a un Dieu unique qui a créé l'homme et qui donne à l'homme ce qu'il peut assimiler au temps où il le veut dans son processus d'évolution. Et c'est comme ça que je comprends l'Égypte, la spiritualité égyptienne dans la spiritualité universelle. Et Toutankhamon, lorsque son père Akhenaton est décédé, a préféré revenir à l'orthodoxie. Et a remis au devant de la scène les prêtres d'Amon. Les prêtres d'Amon. Toutankhamon a été enseveli dans un tombeau qui a été intact. Parce que lorsqu'on prend l'histoire de l'Égypte en général, il y a toujours ce phénomène de recherche du trésor que l'on a connu dans les temps modernes, mais qui a commencé donc dès l'histoire de l'Égypte. Et c'est pourquoi d'ailleurs, lorsqu'on prenait les pyramides, on voyait que les concepteurs des pyramides, ils mettaient, ils prenaient le soin de mettre des portes dérobées, de mettre des fausses pistes, donc pour décourager les voleurs, les perdre quelquefois dans les labyrinthes qu'ils construisaient, pour que le tombeau, qui était censé représenter le sanctuaire duquel le pharaon, son âme, dans cette rédemption future, devait revenir à la vie paré de ses beaux atours, donc ce tombeau-là soit préservé. Et Toutankhamon a eu la chance d'avoir eu un tombeau préservé. Et lorsque Howard Carter le découvrait en 1922, il a découvert une magnificence extraordinaire à nul autre pareil. Et cela a fait un choc. Mais c'est un tombeau également dont on dit qu'il est frappé, comme en tout cas peut-être lui plus que tout autre pharaon, Toutankhamon, son tombeau est frappé d'une certaine malédiction dont on parle. Exactement. Et on a vu, même pour en revenir à cette malédiction, que lors du déplacement de la vingtaine de pharaons vers le nouveau musée, il y a eu des phénomènes étranges qui sont passés à Le Caire. Un immeuble qui s'est effondré, donc un accident donc, qui a pillé une vingtaine de... Donc il y a eu 3 catastrophes majeures qui sont passées au moment du déplacement, et on le réfère à cette malédiction. À cette malédiction. Liée à Toutankhamon. Donc c'est tout un système de représentation mentale, de spiritualité, qui était mis en place dans cette Égypte ancienne pour sauvegarder, et c'est ce qu'on perpétue aujourd'hui encore, donc avec cette malédiction. Naturellement, lorsque l'on parle également de l'Égypte, vous l'avez dit tantôt, il y a la présence de plusieurs religions, parce que l'histoire de l'Égypte, quand même, il faut le reconnaître, il y a presque toutes les religions, à un moment de l'histoire, ont eu à occuper l'Égypte. Surtout la chrétienté et ensuite les musulmans. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que l'Égypte, en dépit de tout ce qu'on peut dire, a eu à qu'est-ce qui explique de façon spirituelle, selon votre compréhension, je veux dire, a eu à être en quelque sorte la synthèse des religions, aussi bien révélées que des religions ancêtres? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui tiennent en fait de la continuité historique. C'est une civilisation ancienne. C'est une civilisation également qui est située en un point stratégique, qui est symbolisé d'ailleurs par le canal de Suez. Donc vous avez l'Égypte qui est donc vers la partie orientale de l'Afrique, qui est accolée à l'Asie, mais qui est, en même temps est proche de l'Europe. Donc de sorte que logiquement, les influences de ces 3 milieux étaient forcés à se retrouver en Égypte. L'Asie également qui n'est pas... Ne serait-ce qu'au regard de sa position géographique. Justement. Ne serait-ce qu'au regard de ça, combiné maintenant à sa profondeur historique, parce que l'Égypte, c'est une civilisation qui a commencé à se construire il y a 10 000 ans. Donc ça veut dire que depuis 10 000 ans, l'Égypte, que l'on le prenne au stade de prémisse d'une civilisation qui se constitue comme également d'une civilisation achevée, c'est une civilisation qui a ouvert les yeux sur le monde. Donc, et qui était effectivement également sujet... Porteuse de science également, porteuse de technologie. Mais je veux dire une civilisation qui connaît des apogées, qui connaît des périodes de décadence, de sorte que il y a eu des envahisseurs
qu'ils soient européens, qu'ils soient qui proviennent d'autres parties de l'Afrique, qui proviennent de l'Asie, comme les Hyksos. De sorte qu'on peut... Et l'Égypte elle-même a eu à coloniser. L'Égypte qui également a puisé dans l'Éthiopie, dont il est dit, qu'il conçut la véritable, la Nubie, qu'il conçut la véritable origine des Égyptiens. Là également, on peut dire que cette civilisation nubienne, éthiopienne, donc abyssinienne, a envahi la Mecque, a envahi l'Arabie Saoudite, le Yémen. Donc c'est toute cette continuité que l'on a également, aussi bien au plan géographique qu'au plan également historique, donc diachronique et synchronique. Donc c'est tout cela également qu'on retrouve dans les religions que l'on sent en Égypte. L'Égypte, c'est un foyer de coptes. Que représente alors Aksum de sa genèse jusqu'à sa décadence dans l'histoire de l'Égypte? Déjà, quand je parle de coptes, le lien il est établi entre l'Église orthodoxe éthiopienne et les coptes d'Égypte. D'ailleurs, dans l'ouvrage, je cite Taïla Hamlanot, donc un saint éthiopien dont les reliques qui sont également en Égypte. Donc qui est sanctifié, qui est réellement, je ne dirais pas adoré, mais en tout cas apprécié aussi bien en Égypte qu'en Éthiopie. Donc il y a également cette passerelle entre les deux pays. Il y a également, quand on regarde le judaïsme par exemple, on a vu également des foyers importants du judaïsme en Égypte. Donc, et il y a cette continuité également géographique avec Israël. Donc, qui s'explique également dans une certaine mesure, en tout cas qui explique également dans une certaine mesure ces guerres que l'on a eues, donc qui peuvent en tout cas évoquer cela. Maintenant, quand on en revient à Aksum, quand on en revient au sud de l'Égypte, parce que l'Égypte c'est une configuration sur deux espaces, la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. Et quand on va au niveau de la Haute-Égypte, les Nubiens sont au centre des deux pays, que ce soit l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie. Donc, c'est des civilisations noires jusqu'à présent, donc qui sont là-bas. Contrairement à la Basse-Égypte, où les effets liés en fait à l'esclavage européen, les effets liés plus tard à tout ce que l'on a connu lorsque l'Empire ottoman avait sa puissance, lorsque les Abbassides, les Fatimides ont régné dans toute cette zone, que ce soit en Égypte, en Syrie et en Arabie Saoudite, le fait qu'il y ait eu à un moment donné une traite, donc des esclaves, une traite blanche, donc c'est tous ces aspects également qui ont eu à métisser une certaine partie de la population égyptienne. Mais si on en revient à Aksum, à l'Abyssinie, des historiens comme Diodore de Sicile ont toujours dit que les Égyptiens ont la peau noire et les cheveux crépus. Donc, cette continuité, donc, elle est réelle. La source, et les Égyptiens eux-mêmes, ils parlent du pays de Punt, donc, qui est toujours au sud, en Éthiopie, donc vers le Soudan également. Donc, le pays de Punt, qui est le pays des dieux. C'est pas pour rien qu'ils réfèrent la divinité, donc, au sud de l'Égypte, donc à ce royaume totalement négrifié, donc duquel, en tout cas, l'histoire de l'Égypte a d'abord procédé avant de remonter vers la Haute-Égypte. Excellent. Alors, je rappelle juste, chers téléspectateurs, que nous recevons aujourd'hui Omar El Foutiyou Ba. Il est l'auteur de l'ouvrage Bruit de bottes au bord du Nil. Je rappelle juste qu'Omar El Foutiyou Ba est un haut fonctionnaire du Bureau Organisation et Méthode Présidence de la République du Sénégal et écrivain ayant à son actif une quinzaine d'ouvrages littéraires, romans, poésie, nouvelles, théâtre et didactique, économie, recherche, avec une préférence pour le thriller politique et d'espionnage. Lorsqu'on lit le livre, parfois on a l'impression que vous ballottez entre les temps anciens et la modernité. Et vous êtes même revenu ici au Sénégal, à Dakar. Qu'est-ce qui explique le choix en partant de l'aéroport de Diass? Je pense que je pars d'abord, souvent dans mes ouvrages, il y a une part de fiction, une part de réalité. C'est vraiment des faits qui s'interpénètrent. Et dans une certaine mesure également, dans ma manière d'écrire,
j'aime mettre en avant mon pays, le Sénégal. Et j'estime que chacun d'entre nous a une part à jouer donc dans cette construction nationale. Et en tant qu'auteur également, qui vit donc, dans une époque troublée, qui également est de son temps, j'estime que ma fonction intellectuelle doit être nourrie par mon environnement. Et c'est de cette façon également que je prends position en tant qu'auteur, que j'analyse des faits sociaux, que j'essaie de restituer dans mes ouvrages, à travers maintenant un style donc, qui, en tout cas, cherche à être agréable, un style qui cherche à attirer le lecteur donc, et à lui donner donc, des pistes de réflexion par rapport à telle ou telle chose. C'est de cette manière que j'ai mis en avant un fait divers que l'on retrouve dans la presse, des Égyptiens qui ont été arrêtés à l'aéroport de Dakar. Ça inspire. Quand on veut écrire sur l'Égypte, quand on a une histoire, et quand on veut forcément mettre le Sénégal en avant, par esprit patriotique également, là on cherche le lien. Et c'est de cette même manière également que les services secrets sénégalais se déplacent en Égypte pour être une solution entre ce conflit qui oppose l'Égypte et l'Éthiopie, qui en filigrane donc est constitue la trame de l'ouvrage, parce que c'est le barrage de la grande renaissance donc éthiopienne qui au fond constitue le nœud gordien autour duquel toute l'action se meut. Et le Sénégal, forcément, quand j'écris, je le mets dedans. Généralement, dans beaucoup de mes ouvrages, presque tout, je mets le Sénégal. Lorsque l'on lit cet ouvrage, à divers chapitres, par le récit, par la façon dont vous usez des mots, on sent nettement une certaine présence réelle de votre part dans ces lieux-là. Vous avez sans doute visité l'Égypte, sans doute également vous avez fait beaucoup de lieux. Quand on regarde par exemple le Caire restaurant Crystal Island, le Caire haute autorité de lutte contre la corruption, le Caire cité des morts d'El Arafa, quand on lit ces chapitres-là, et la façon même dont vous récitez les événements et les faits, on a l'impression que vous êtes même partie prenante de l'histoire de l'Égypte, en tout cas de ce que vous y avez vécu en écrivant cet ouvrage-là. Comment s'est fait ce que vous avez appelé fiction-réalité, où vous-même vous y étiez en un moment pour reconstruire l'histoire, reconstruire votre histoire? L'Égypte est une obsession pour tout Africain, je pense. Et déjà, même sans s'y rendre, quand on est un écrivain, on veut écrire sur l'Égypte, sur l'Éthiopie. Surtout pour quelqu'un qui aime l'histoire comme moi. Moi, j'aime l'histoire. Et j'ai grandi dans une famille où l'on a beaucoup lu. Et bien souvent, on s'accroche d'abord, en tout cas sur ces premiers éléments de culture générale, pour chercher un fait déclencheur, pour chercher des liens, parce que l'on écrit en tout cas de l'histoire, et l'on tire parti de l'histoire que lorsqu'on met en relation beaucoup d'événements, qui quelquefois semblent ne pas être liés, mais au travers desquels on cherche le fil conducteur. Donc c'est ainsi que lorsqu'on lit quelque chose, on a tendance à le mettre en relation avec autre chose qui s'est passé avant, qu'on a déjà lu. Et c'est ça déjà qui inspire. Maintenant, il y a également des endroits que l'on a visités, qui nous ont marqués. Je suis allé à Marseille pour une formation d'1 an, Rufisque sur la Canebière, c'est la ligne 2 du métro que je prenais chaque jour. L'aveugle que je mets en avant, c'est l'aveugle qui passait devant ma fenêtre à la Médina, que j'entendais, en tout cas, demander le monde à 22h. Ça inspire les éléments, donc les éléments vécus. Et j'ai eu la chance de me rendre en Égypte et de me rendre également en Éthiopie. Et ça n'a fait qu'enrichir l'ouvrage. J'avais le projet d'écrire cet ouvrage. Exact. Et Dieu m'a donné la chance de me rendre dans ces deux pays. C'est ce qui m'a beaucoup inspiré. Maintenant, il y a des éléments de culture générale qui reviennent et qui forcément constituent cette toile d'araignée qui nous permet de tisser. Là, il faudrait qu'on s'y stationne parce qu'on y sent nettement une très très belle présence de culture générale. J'ai même, à la lecture de cet ouvrage, j'y suis sorti avec énormément d'informations sur l'histoire, sur l'Égypte antique, mais surtout sur les civilisations anciennes.
c'est vrai, vous avez tout à l'heure dit que vous avez énormément lu, mais on a l'impression également que vous êtes même historien. Et pourtant, ma foi, que lorsque j'ai su que votre formation ne l'était pas du tout, on sent nettement, en tout cas, une culture générale qui explique par ailleurs peut-être la richesse de vos ouvrages. Aujourd'hui, on nous signale que c'est presque la fin de l'émission. Quel conseil donnez-vous à ces jeunes-là pour qu'ils puissent emmagasiner ici et là une culture générale leur permettant de pouvoir relever les défis de l'avenir? Parce que, comme vous le savez sans doute, nous sommes en crise. Notre société vit une tension presque sans précédent et avec des lendemains véritablement sombres. Qu'est-ce que vous conseillez à cette jeunesse-là, à qui revient la responsabilité de prendre en charge son avenir? Victor Hugo disait que le livre est un ami froid et sûr. Froid parce qu'effectivement, lorsqu'on tient le livre, on ne sent pas la chaleur humaine. Mais le livre, les pages d'un ouvrage sont animées par les histoires donc, de l'homme, l'histoire de l'humanité. C'est des vécus, c'est une psychologie, c'est une manière de penser, c'est également donc, un héritage qui se retrouve dans le livre. Froid et sûr parce que le livre ne va pas vous trahir. Le livre vous donne des informations que vous devez donc essayer d'analyser, de triturer, de remettre dans un contexte. Et le livre vous permet, là où vous êtes, donc de connaître ce qui se passe en Chine, ce qui s'est passé dans les civilisations anciennes, Maya, Inca et Aztèques, ce qui se passe donc dans la profondeur de l'Amazonie, ce qui se passe au niveau des royaumes de Shaka Zulu, ou bien des royaumes de l'Angola, donc du Mozambique, le Monomotapa. Donc je pense que c'est cette appétence à la lecture que l'on doit installer chez les jeunes. Nous avons grandi dans une famille où, lorsqu'un livre rentre dans la famille, c'est comme un visiteur qu'on accueille, on se le passe de main en main, comme le diamant santé dont on parle. Et chacun le prend, le triture, donc le caresse, donc discute avec l'ouvrage. Et après, quand le livre fait le tour, on discute autour de cet ouvrage. Et c'est ainsi que quand j'écris, par exemple, je reprends les calembours de Frédéric Dard. Quand j'écris le nom de mes personnages et que je mets de l'humour dedans, c'est Frédéric Dard. Quand je suis dans la profondeur historique, c'est Robert Ludlum. Quand je suis dans la géopolitique, c'est SAS, sans évidemment l'érotisme, puisque nous sommes dans une civilisation, nous véhiculons des valeurs de culture, donc nous essayons également, dans ce rendez-vous du donner et de recevoir, c'est ce que j'aime de Senghor, donc dans ce rendez-vous du donner et de recevoir, d'apporter également notre part de ce qui est nous, dans cette humanité en construction. Donc je pense que c'est tout cela qu'il faut en tout cas redonner aux jeunes, ce goût de la lecture, qui fait que lorsqu'on vous donne une commission à faire, vous allez chez le boutiquier du coin, vous allez acheter des arachides au coin de la rue, vous avez tendance à prendre le papier qui enveloppe la marchandise, d'avoir une bribe d'information, donc vous l'apprenez déjà, vous l'appréhendez donc avec, vous la mettez dans son contexte et elle vous permet d'aller plus loin un autre jour, lorsque également vous retrouvez cette information traitée d'une autre manière, ou bien au détour des pages d'un dictionnaire, vous compulsez pour voir quelle est la suite à donner à cette information. Je pense que c'est tout cela qu'il faut encore apprendre aux jeunes. Il faut leur redonner le goût de la lecture. Invitez-nous. Donc là, je parle de ceux qui sont dans les lycées, ceux qui animent les émissions littéraires comme vous le faites. Donc invitez-nous, laissez-nous parler, demandez-nous comment nous appréhendons le monde. Et nous les auteurs, nous les éditeurs, nous les journalistes, nous mettrons à la disposition de notre jeunesse ce que nous sommes. Il n'y a rien de mieux que notre tradition. Mais on s'ouvre au monde en apportant le meilleur de nous. Je pense que c'est ça qu'il faut enseigner aux jeunes aujourd'hui. Omar El Foutiyouba, merci. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, vous l'avez suivi, cet ouvrage est disponible à la librairie L'Harmattan Sénégal, mais également dans le site de L'Harmattan Sénégal, l'harmattan.fr également. Vous pouvez également avoir le livre, faire votre commande sur Amazon. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.